Oui, voilà. Bon, allez. Vas-y, Gaëtan. Ouais. Oui, en fait, je voulais d'abord commencer par saluer cette initiative. Je voulais d'abord saluer cette initiative. Je pense que le grand Mar est d'abord un intellectuel, un honnête homme, hein, au sens où on l'entendait dans les siècles derniers. D'abord, c'est un artiste, un peintre, un romancier, parce qu'il y a toujours, même dans l'exercice colérique, n'est-ce pas, une dimension un peu romantique qui ne nous échappe pas. En tout cas, ce que je voudrais saluer, c'est la fonction de l'intellectuel que tu exerces dans un environnement et dans, j'allais dire, une communauté où nous ne sommes pas, enfin, où vous n'êtes pas nombreux. Je pense que c'est important, je salue Ali pour cela, c'est important aussi dans nos, entre guillemets, communautés, de pouvoir voilà, célébrer ceux qui font exercice, n'est-ce pas, de la pensée. Et donc, en fait, ton ouvrage démêle des concepts, et Bala l'a bien dit, ça clarifie, ça désembrouille également les choses, et je crois que c'est très important pour nous, parce que sinon, voilà, on évolue comme ça dans nos communautés, sans saisir le sens à la fois des énoncés et encore moins des pratiques. Alors moi je vais me situer davantage sur le plan des pratiques, puisque je suis d'abord un homme de l'action et de l'action politique. Et c'est intéressant qu'en 2023, on se retrouve en fait ici à parler des questions. Hein, je vois certains dans la salle, je reconnais depuis une vingtaine, pour ne pas dire une trentaine d'années, où on a l'impression que des choses qu'on a pu, non pas initier, mais en tout cas qu'on a pu reprendre, puisque chaque génération n'est qu'à un moment donné celle qui reprend les questions où les précédentes les ont laissées. Dans les années 2000, n'est-ce pas, on avait l'impression qu'on s'employait à faire reculer, pour ainsi dire, les discriminations, à promouvoir l'égalité, et en 2023, on est encore là. Et donc, je rappelle ce moment historique pour saluer la fonction d'interpellation de l'ouvrage de Mar. En fait, c'est un ouvrage d'interpellation qui interroge effectivement les politiques publiques. Il y a un contexte, c'est là où je voudrais t'interroger, première question. Ton ouvrage arrive dans un contexte où nous avons très prochainement au Parlement un projet de loi très précisément intitulé « Pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration ». Alors, première question, quel est ton regard intellectuel et citoyen sur ce projet de loi? J'ai ma petite idée, je pense qu'on n'ira pas très, on n'ira pas très loin avec ça, mais bon, ça c'est autre chose, c'est le débat. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Bala l'a dit, la République en fait est un lieu de promesse. Et en tant que lieu de promesse, en fait, elle n'est pas sans des formes et des modalités de lutte. Donc, ce qui veut dire que lorsque même tu dis effectivement que des associations existent, font un travail, des acteurs politiques, bon, font ce qu'ils peuvent, hein, et je me mets dans le lot, hein, fait ce qu'ils peuvent. Moi, sur Bordeaux-Maritime, en 3 ans, j'ai fait ce que je pouvais, mais bon, tout est toujours limité. Moi, je ne suis pas très sûr, je ne suis pas très certain qu'il n'y ait pas plutôt un affaiblissement justement des outils et des formes de modalités de lutte. Donc c'est à véritablement redynamiser ces formes qui ont existé ou qui existent encore que, me semble-t-il, ton interpellation voilà, nous appelle. Mais je vais tenter de répondre par la dernière question, la deuxième question sur les moyens. Et il me semble que les outils qui ont servi jusque-là, c'est-à-dire les associations classiques, c'est-à-dire les partis, c'est-à-dire les syndicats, c'est-à-dire, pour moi, ce sont des outils
qui ont encore leur utilité, mais qui sont datés. Mais du point de vue en tous les cas, des populations qui sont dominées, c'est-à-dire des populations auxquelles on s'intéresse, nous, me semble-t-il, en tant que sociologue ou en tant qu'acteur engagé dans le combat politique et tout ça. Moi, je pense qu'il faut changer je suis plutôt favorable et je pense que depuis l'apparition de ce qu'on appelle des collectifs dans les quartiers populaires, il y a des choses qui se sont modifiées en termes de rapport de force. Je pense beaucoup plus à la capacité de mobilisation et de réactivité, de discussion des collectifs qui ont un sens, parce que lorsqu'on fait la sociologie de l'antiracisme en France, on se rend compte que l'antiracisme qui domine, qui fait obstruction me semble-t-il, c'est mon point de vue, qui fait obstruction à l'affirmation ou à l'émergence de revendications plus aiguës, plus fortes, plus frontales, c'est cet antiracisme institutionnel qui est représenté par SOS Racisme, par le MRAP, par la LICRA, etc., etc. Et dès que les collectifs, par exemple la vérité pour Adama, etc., etc., mais des choses qui se permettent, me semble-t-il, aux initiateurs de s'interroger et de mobiliser le plus rapidement possible, pas que des communautés, parce que pour moi, les communautés qui sont closes sur elles-mêmes, ça n'existe pas, et dès qu'on parle de tout ça, on est accusé de communautarisme et tout ça, et je pense qu'avec l'émergence de collectifs, il est possible de faire beaucoup plus fortement et des choses qui font écho à la vie des gens, il me semble. La première question, c'est vrai que c'est quand même depuis 1981, c'est, pour être plus précis, depuis 1982, c'est le 30e projet de loi sur l'immigration. Mais ce n'est pas possible. 30e projet de loi sur l'immigration. Mais où est le problème là? Donc, qui dit contrôler l'immigration et favoriser l'intégration. Mais il y a une controverse qui s'installe dans l'espace public. C'est le titre d'ailleurs d'un ouvrage de collègues belges, Albert Bastenier et Dassetto, qui s'appelle Immigration et espace public, la controverse quoi. Mais c'est tout le temps comme ça. C'est-à-dire que et là, tout récemment, là, il y a 3 mois, François Héran, que tout le monde connaît, tout le monde ne connaît pas, Dieu nous qui sait. Oui, François Héran, il était chercheur à l'Institut national d'études démographiques. Il est aujourd'hui professeur au Collège de France. Il vient de sortir un livre qui est incontestable il y a 3 mois, là, 3 mois. Et il explique des choses d'une simplicité. Et la confusion qu'il y a entre réfugiés et immigrés, il explique que l'immigration, mais bien sûr qu'il y a plus d'immigrés, mais c'est comme ça. On ne peut pas arrêter, c'est un mouvement planétaire. Oui, bien sûr. Mais il explique que la question qui est posée derrière tout ça, c'est la question de discrimination, que les gens qui... Et il dit de façon explicite que les enfants de parents
subsahariens ou même des DOM, sont encore considérés comme étant des populations allogènes. Et c'est pas possible, quoi. Et donc, il y a une sorte de déni. C'est le titre du bouquin, l'immigration, le déni de l'histoire. Et donc, on se dit que, mais bon, quand il parle d'intégration aussi, mais moi j'ai lu quelques éléments du projet de loi. Mais on marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête parce que, pour une raison très simple, c'est que les auteurs de ce projet ne se sont même pas donné les moyens de faire des enquêtes, de prendre appui sur des choses qui ont été faites, y compris des statistiques publiques. Hein. L'INSEE et l'INED produisent des statistiques publiques. Et donc, il faut s'appuyer là-dessus. Et ces statistiques démontrent qu'il n'y a pas de problème de l'immigration, il n'y a pas de question de l'immigration. Non, que les choses, ma foi, ce qu'il y a, ce sont des questions qui sont liées plutôt aux discriminations. Et François Héran est optimiste. Il dit que, bon, si on regarde la multiplication des unions mixtes et tout ça, aujourd'hui, ce qu'il appelle la population majoritaire, qui était considérée comme une population strictement blanche, mais bon, ici, on ne parle pas de population blanche ni de population noire. Hein. On n'est pas aux États-Unis, bien sûr. On est dans un pays qui est aveugle à la couleur. Mais tout le monde sait que la couleur marche. Donc, attends, on n'a qu'à s'attaquer à l'essentiel, c'est-à-dire que reconnaître et travailler sur la base des travaux scientifiques qu'il y a des discriminations ethno-raciales, comme il y a des questions liées au genre, au sexe, etc., et essayons de travailler sur les discriminations afin de lever les obstacles véritables de l'intégration qu'on oppose aussi à l'appartenance de classe. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a certains chercheurs français issus de la gauche républicaine qui disent aux collectifs et aux chercheurs qui travaillent sur la question ethno-raciale, sur les discriminations ethno-raciales, vous nous emmerdez, arrêtez de parler de race, mais tout le monde sait que la race au sens biologique n'existe pas. Mais disons que la race existe quand même. Elle existe, mais sur le plan social et sociologique. C'est ça qui est important. Et essayons de travailler là-dessus au lieu d'opposer l'appartenance en termes de classe et l'appartenance en termes ethniques et tout ça. En tous les cas, moi personnellement, je suis optimiste parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est dans une dynamique qui est que la société française, elle est en train de se regarder elle-même. Elle ne peut plus continuer à enlever de l'album de famille des gens, mais qui sont français, même si ce ne sont pas des Français de naissance, mais c'est que ici, enfin, quand on fait un recensement, contrairement aux États-Unis, c'est l'état civil. C'est les données d'état civil. Point barre. Point barre. Bon, ça fait 10 minutes que tu parles. Bon, allez.